Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier webinaire d'actualité bimensuelle de Pays Actu. Je suis très heureux, Brice Matter, je suis très heureux de vous proposer cet événement qui est le premier événement du compte Pays Actu, mais aussi le premier événement du projet global que vous allez découvrir dans un instant. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Maître Jérôme Tassi pour ce premier événement et pour lequel nous allons, grâce à qui nous allons découvrir une série de sujets. Alors, je vais commencer déjà par présenter Nouveaux Médias et Pays Actu. Nouveaux Médias, c'est un projet que je vous propose et qui comprend la verticale de propriété intellectuelle dénommée Pi Actu. Donc, Nouveaux Médias, c'est quoi? Nouveaux Médias, c'est un ensemble de médias en ligne avec une partie consacrée au droit. Et le principe est simple, un compte, une spécialité, en l'occurrence une spécialité juridique, ici propriété intellectuelle. Le but, c'est de vous proposer des comptes spécialisés et ludiques. Donc là, aujourd'hui, je vous propose un événement qui entend aussi donc, vous informer et aussi avoir une approche un peu plus ludique que ce que vous pouvez trouver sur le marché. Aujourd'hui, Nouveaux Médias vous propose 4 verticales en droit, donc avec propriété intellectuelle, droit du numérique, actualité. Il y a aussi un droit de la famille, actualité, et aussi donc, en droit social, actualité, avec à chaque fois donc, des audiences spécialisées. Et vous y retrouverez pour chacun de ces comptes du contenu varié, avec des textes, avec des slides, avec des vidéos, des podcasts et aussi des événements. Aujourd'hui, donc, nous recevons Jérôme Tassi. Jérôme Tassi, merci déjà, encore une fois. Vous êtes avocat au barreau de Paris depuis 2007. Vous êtes spécialiste en propriété intellectuelle. Vous dirigez l'équipe propriété intellectuelle du cabinet Agile IT. Vous enseignez la propriété intellectuelle à l'Université Paris 2, au TEPI, à l'Université de Strasbourg, et aussi à l'école centrale Supélec. Vous êtes l'auteur de plusieurs publications. On peut citer notamment le guide des saisies contrefaçon et des constats, publié chez LexisNexis en 2016. Vous proposez une chronique régulière. On peut citer droit processuel appliqué aux propriétés intellectuelles, publié dans la revue Propriété intellectuelle de l'IRPI. Vous êtes l'auteur par ailleurs de plusieurs fiches pratiques. On va citer Agir en nullité de brevet d'invention en France, déterminer la titularité des droits de propriété intellectuelle sur une création de salariés, contentieux des inventions de salariés, faire une opposition à une demande de marque en France, faire une opposition à une demande de marque de l'Union européenne et former une demande de nullité de marque française publiée sur le site Lexis 360. Aujourd'hui, nous allons évoquer 4 sujets. Donc, premier sujet, la protection des polices d'écriture ou typographie. On va parler de la juridiction unifiée des brevets. Nous allons aussi parler des marques multimédia et nous allons parler du projet de réforme des dessins et modèles dans l'UE. Petit point juste par rapport aux questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poster dans la section discussion. On y répondra en fin de partie et en fin d'événement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à interagir. C'est avec plaisir que Maître Tassi répondra à ces questions. Alors, on va commencer par la protection des polices d'écriture ou de typographie. Maître Tassi, vous avez évoqué ici une affaire intéressante, Google et l'affaire Spectral, qui a été rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 31 mars, de 2023, évidemment, et pas 03. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette affaire? Oui, déjà, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi de participer à ce premier webinaire et merci Brice pour l'organisation. Alors oui, cette affaire spectrale, on peut en parler ainsi, le jugement a été rendu la semaine dernière par le tribunal judiciaire de Paris.
Ce qui est assez original dans cette affaire, c'est que c'est une affaire qui a été beaucoup médiatisée en début d'année, avant l'audience de plaidoirie. L'histoire est assez simple. C'est l'auteur, on va l'appeler Monsieur X, pour respecter l'anonymisation des décisions de justice, qui a conçu une police d'écriture pour le journal Le Monde. La police d'écriture s'appelle donc Le Monde Journal, donc dans les années 90. Et un de ses anciens collaborateurs a créé une société plus récemment et a développé une police qui s'appelle la police spectrale, police spectrale qui est disponible sur Google Fonts. Donc, Google Fonts, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une base de données de Google qui met à disposition un certain nombre de polices d'écriture, donc de typographie. On va utiliser ça comme synonyme aujourd'hui, mais ce n'est pas tout à fait synonyme, mais de police d'écriture ou typographie. Alors, c'est une question intéressante, la question des typographies, puisque finalement, tout le monde utilise des typographies. Alors, quand vous ouvrez un Word, vous utilisez Times New Roman, Arial Narrow, Calibri ou autre. Dans la publicité également, quand on fait un logo, on utilise toujours une typographie. Donc finalement, il y a des typographies un peu partout et on ne s'en rend pas forcément compte, mais les typographies sont, en France en tout cas, protégeables par le droit d'auteur. C'est l'article L112.2.8 qui nous dit expressément que sont considérées comme des œuvres de l'esprit les œuvres graphiques et typographiques. Donc les polices d'écriture en France sont protégées par le droit d'auteur, ce qui est intéressant à noter, puisque ce n'est pas le cas partout à travers le monde. Si on regarde aux États-Unis, par exemple, le code le copyright, la loi sur le copyright américain, exclut expressément les polices d'écriture, les typefaces du copyright. Donc, ce n'est pas uniformément accepté au titre du droit d'auteur, mais c'est le cas en France. Si le tribunal, dans cette affaire spectrale, considère qu'une police d'écriture peut être protégeable par le droit d'auteur, à condition qu'elle soit originale, c'est-à-dire qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et constitue une création intellectuelle se manifestant par des choix libres et arbitraires. Donc ici, cette police, Le Monde Journal, que tout le monde connaît, c'est la police qui est utilisée par le journal Le Monde, est considérée comme étant originale. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, alors je ne sais pas si vous la voyez, si vous la voyez sur les slides, c'est la police, donc Le Monde Journal. On a une approche, alors, sans rentrer dans un débat trop approfondie sur l'originalité, on a une approche assez objective de l'originalité. On sait, quand on regarde la jurisprudence récente, par exemple en matière de photographie, que les tribunaux sont très exigeants pour prouver l'originalité, en disant que très souvent, en réalité, il n'y a pas d'empreinte de la personnalité de l'auteur, mais on est plus sur un savoir-faire du photographe qui n'est pas protégeable par le droit d'auteur. Or, ici, on pourrait considérer, quand on voit la police comme ça, qu'on est plus sur un savoir-faire, qui est certain, mais le tribunal considère que cette police, Le Monde Journal, présente un aspect particulier obtenu par différents partis pris, tels que notamment le dégraissage des verticales au profit des horizontales, la taille respective des hauteurs d'œil, ainsi que des détails d'empattement trapézoïdaux et le dessin particulier des gouttes. Alors, effectivement, il y a un débat très technique sur la typographie. Donc l'œuvre, la police d'écriture est considérée comme étant originale. Et la deuxième question qui se pose, assez classiquement, une fois qu'on a passé le cap de l'originalité, c'est est-ce qu'il y a une contrefaçon donc, de cette police spectrale? Donc, je rappelle qu'il y avait, la personne qui a développé la police d'écriture spectrale avait travaillé pour l'auteur de la police d'écriture Le Monde Journal. Donc, il y avait sans doute un petit contentieux personnel qui a entraîné ce contentieux judiciaire. Et donc là, ici, on a quelques exemples, donc les N et les A qui sont issus du jugement. Ça peut paraître très, très proche au premier regard, quand on regarde comme ça. Pour autant, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas contrefaçon ici, puisque la combinaison des caractéristiques n'était pas expressément reprise. Et notamment, le tribunal insiste sur la hauteur d'œil, donc c'est la hauteur de la lettre, quand on regarde les lettres, donc ici les N et les A, effectivement, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait la même hauteur. Et le tribunal considère qu'il y a cette hauteur d'œil, donc une caractéristique essentielle de la police Le Monde Journal, et qu'ici, elle n'est pas reprise, puisqu'on a une hauteur d'œil qui est très légèrement différente, donc il n'y a pas de contrefaçon. Donc ce qui est intéressant dans cette décision, c'est qu'on a une approche finalement assez souple, semble-t-il, sur la protection des typographies par le droit d'auteur, mais sur la contrefaçon, on a une approche qui peut paraître assez rigide, et finalement la portée de protection conférée par le droit d'auteur sur une typographie paraît assez limitée à la lecture, en tout cas, de ce jugement. Merci, Jérôme. Alors, qu'est-ce que vous pouvez recommander par rapport aux polices achetées sur le web?
déjà? Alors, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, hein, les polices, il y en a plusieurs milliers, enfin, je n'ai pas fait le compte, mais il y en a plusieurs milliers. Ne serait-ce que sur Google Fonts, je crois qu'il y en a plus de 1300. J'ai regardé ça hier. Ces polices, très souvent, on peut les télécharger facilement, même sans payer, hein. Il y en a certaines qu'on paye, mais pour la plupart, on peut les utiliser sans payer. Et ce qu'il faut absolument vérifier quand on fait ça, c'est quel type de licence est utilisée. Si vous allez sur Google Fonts, par exemple, vous allez trouver la police qui vous plaît. Et tout en haut à droite, vous avez un onglet qui s'appelle About a License. Et il faut regarder quel type de licence est en cause. Il y a plusieurs licences, hein, sur Google Fonts, ce n'est pas une licence unique. Et on a souvent en matière de police d'écriture des licences libres. Donc, on peut connaître un logiciel, mais qui s'applique aussi pour d'autres types d'œuvres et pour les polices d'écriture. Et on a notamment une licence spécifique pour les polices d'écriture qui s'appelle Open Font License. Il y a également une licence Apache pour les polices d'écriture. Donc, il faut regarder si la licence d'utilisation de la police d'écriture vous permet, des usages privés, évidemment, il n'y a jamais de difficulté, mais c'est surtout pour les usages commerciaux qu'il peut y avoir des difficultés. Certaines licences interdisent ou en tout cas exigent une licence payante pour des utilisations commerciales. Par exemple, pour une publicité dans le métro, si vous utilisez une calligraphie, enfin une police d'écriture particulière, la licence de base ne vous permettra peut-être pas de le faire. Donc, il faut vérifier à chaque fois si la licence vous permet de faire les usages que vous envisagez de faire. Est-ce que vous pouvez partager avec nous une expérience personnelle sur ce sujet? Oui, bah, c'est le cas très souvent quand on remodifie un logo. Ça arrive souvent pour des marques qui, au bout d'un moment, actualisent leur nom en changeant de police d'écriture. Ça se fait assez fréquemment. Et de ce que j'ai pu constater, en tout cas, très souvent, on ne se pose pas la question de savoir si est-ce que j'ai le droit d'utiliser telle ou telle police d'écriture pour cette utilisation commerciale à titre de marque. Est-ce que j'ai le droit de déposer la marque avec cette nouvelle calligraphie particulière? Tout ça nécessite vraiment d'avoir regardé la licence en cause, mais souvent, de ce que j'ai pu constater en tout cas, souvent c'est une question qui ne se pose pas parce qu'on ne pense pas qu'une police d'écriture peut être protégeable par le droit d'auteur, alors qu'on est vraiment, en tout cas en France, dans le régime du droit d'auteur, comme l'illustre cette affaire spectrale. Merci, Maître Tassi. Maintenant, pardon, nous allons évoquer la juridiction unifiée du brevet. Alors, est-ce que vous pourriez déjà rappeler ici qu'est-ce que la juridiction unifiée du brevet et qu'est-ce que la période de Sunrise? Et qu'est-ce que Oui, ça tout à va fait. Ouais. changer? Alors, c'est la grosse actualité de 2023, c'est l'entrée en vigueur de la juridiction unifiée du brevet le 1er juin 2023. La juridiction unifiée du brevet, en quelques mots, c'est vraiment un serpent de mer qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, même depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, puis il y avait un projet au sein du Troisième Reich de faire un brevet unitaire pour tous les pays protégés. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis, enfin, en tout cas, qui est en projet depuis au moins 70 ans. On n'était pas sûr de pouvoir le voir de notre vivant, mais ça arrive en 2023. Donc, la juridiction unifiée du brevet, assez simplement, ça permet d'avoir une juridiction unique sur un certain nombre de pays européens, on verra le détail juste après, qui permet en fait d'avoir un procès en contrefaçon ou en nullité du brevet devant une juridiction centralisée. Aujourd'hui, si vous avez un brevet européen, vous devez faire un procès en contrefaçon en Allemagne, en Italie, en France, dans chaque pays. Donc, vous avez des procès parallèles avec un risque de décision contradictoire et des coûts qui sont assez importants. Cette juridiction unifiée du brevet va permettre justement d'avoir des actions en contrefaçon et des actions en nullité également qui sont centralisées auprès de cette juridiction unifiée du brevet. Donc, c'est vraiment une avancée majeure en Europe pour les titulaires de brevets. Alors là, on va passer juste à Donc la oui, carte. on peut voir ça. Donc c'est en cours de réalisation. Alors, ce n'est pas un titre de l'Union européenne en tant que tel, puisque certains pays, notamment l'Espagne et la Croatie, n'ont pas voulu y adhérer, mais on est sur une coopération renforcée qui regroupe 25 pays aujourd'hui. Et donc, il y a l'accord sur la juridiction unifiée du brevet qui a été signé par 25 pays, si je ne me trompe pas, dont 17 qui l'ont ratifié aujourd'hui. Donc, ce sont des pays qui sont en bleu foncé sur la carte. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de pays, notamment la France, l'Allemagne, l'Italie, le Benelux et certains pays du Nord, le Portugal également. Donc, la juridiction unifiée du brevet va avoir vocation à s'appliquer sur l'ensemble de ces pays qui sont en bleu foncé et probablement d'ici quelques mois, quelques années, dans les pays qui sont signataires de la JUB, de l'accord sur la juridiction unifiée du brevet, mais qui n'ont pas encore ratifié cette AJUB nationalement. Donc, dans quelques années, ça s'appliquera sans doute sur au moins 25 pays de l'Union européenne
et peut-être à terme, notamment en Espagne et en Croatie. On verra ce qu'il en sera dans quelques années. Merci. Donc, oui, pardon. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, non, je vous laisse Ah. poser vos questions. Alors sur ce sujet, alors quelles recommandations vous pourriez faire? Qu'est-ce qu'il se passe si on ne fait rien? Qu'est-ce qui se passe si on choisit l'opt-out? Voilà, enfin, comment vous prononcez un peu sur des recommandations, sur des choix à faire? Voilà, Faut-il faire alors ou pas? Avantages, inconvénients? aujourd'hui, depuis le 1er mars 2023 jusqu'au 31 mai 2023, on est dans ce qu'on appelle la période de Sunrise pour les titulaires de brevets européens ou les titulaires de demandes de brevets européens publiés, qui peuvent choisir avant l'entrée en vigueur donc, de la JUB, la juridiction unifiée du brevet, qui entre en vigueur le 1er juin 2023, si leur brevet ou leur demande de brevet va être soumise à la juridiction unifiée du brevet ou pas. C'est donc ce qu'on appelle l'opt-out. Si on ne fait rien aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous êtes titulaire d'un brevet et que vous ne faites absolument aucune démarche, vous aurez une juridiction concurrente entre soit la juridiction unifiée du brevet, soit les tribunaux nationaux, donc le tribunal français, le tribunal allemand, si vous décidez. Vous avez un choix. Ce qu'il est possible de faire, c'est de faire cet opt-out pour exclure, pour déroger à la compétence de principe de la juridiction unifiée du brevet, pour avoir uniquement une possibilité d'action en contrefaçon devant les juridictions nationales. Donc vous restez finalement dans le système actuel, même si vous pourriez avoir accès à la juridiction unifiée du brevet, vous choisissez de pouvoir agir en Allemagne, en France, dans chaque pays national. Donc c'est le système qui existe actuellement. Donc comment on arbitre finalement ce choix de l'opt-out ou pas? Ça suppose de vérifier quels sont les avantages et les inconvénients de la juridiction unifiée du brevet. L'avantage principal, c'est la centralisation des procédures en contrefaçon. Là où aujourd'hui, vous devez faire des procès parallèles dans chaque pays où vous estimez qu'il y a une contrefaçon et où vous êtes titulaire d'un brevet, demain, avec la juridiction unifiée du brevet, vous faites un seul procès pour l'ensemble du territoire couvert par la juridiction unifiée du brevet, donc les 17 pays européens aujourd'hui. Ce qui a un intérêt, ce qui présente des intérêts, c'est que vous obtenez une interdiction sur l'ensemble de ces pays, là où aujourd'hui vous avez des interdictions nationales, et les dommages et intérêts sont probablement plus conséquents, puisque là où vous avez des dommages et intérêts en fonction du marché national où vous agissez, demain vous aurez un marché qui est beaucoup plus conséquent, qui est le marché de ces 17 pays de l'Union européenne. Autre avantage également, c'est une décision rapide. A priori, on est parti sur des décisions qui seront rendues en 1 an à peu près. Pour vous donner un ordre de grandeur, en France aujourd'hui, un procès en contrefaçon de brevet, si vous obtenez une décision en 2 ans, c'est déjà pas mal. Donc, ce sera des décisions qui sont beaucoup plus rapides que celles qu'on peut obtenir dans certains pays européens. Il y a des pays européens qui sont encore plus lents que la France, donc qui sont un peu plus rapides. Donc ça, ce sont les principaux avantages qui sont très loin d'être négligeables. Les inconvénients, l'inconvénient principal, en tout cas pour les petites et moyennes entreprises, ça va être le coût élevé de cette procédure, parce qu'on va être sur des procédures qui durent 1 an, qui vont être très chronophages, et qui vont nécessiter, pour les avocats en tout cas, des équipes qui sont quasiment à plein temps sur ces procédures pour pouvoir gérer toutes les questions de preuves, de compétences, de fonds et autres. Donc, il va y avoir un coût assez élevé. Il y a également une petite incertitude sur la jurisprudence, parce qu'on est sur des textes qui sont totalement nouveaux, et on peut imaginer la sagacité des avocats va faire que pendant quelques années, on va mettre un peu sur le grill ces textes et on verra dans quel sens ils sont interprétés. Donc, il y a toute cette jurisprudence à créer. Ça peut paraître assez angoissant, en tout cas pour les avocats, parce que quand on voit que sur des textes qui existent en France depuis 2 siècles, on arrive toujours à ne pas être d'accord et à trouver toujours des solutions pour remettre en cause certains actes procéduraux. On peut imaginer qu'avec ces nouveaux textes, il va y avoir quelques terrains de jeu pour les avocats. Donc, cette jurisprudence relativement incertaine peut être un frein au choix de la juridiction unifiée du brevet, dans l'attente de voir ce qu'il en sera. On verra, quoi. Les premières décisions, évidemment, vont être très attendues pour voir quelle va être la qualité de ces décisions. Enfin, il n'y a pas vraiment de doute sur la qualité, parce que les juges qui ont été choisis seront très bons, mais en tout cas, voilà, il peut y avoir cette position un peu attentiste. Et le risque principal également pour les titulaires de brevets, c'est que vous avez un risque de révocation centrale. C'est que vous avez tous vos œufs dans le même panier. Vous avez votre brevet européen qui est révoqué sur l'ensemble des 17 pays, vous perdez tout.
Aujourd'hui, comme vous avez un système par national, quelqu'un qui voudrait remettre en cause votre brevet devrait faire un procès en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas pour faire annuler votre brevet. En pratique, c'est assez rare que ce soit le cas. Donc, même si vous perdez le brevet en Allemagne, vous le conservez dans les autres pays. Donc là, avec la JUB, vous avez ce risque de révocation centrale. C'est un inconvénient qui n'est pas négligeable non plus. Donc, une fois qu'on a vu ces avantages et inconvénients, on peut voir quelques critères d'appréciation. Alors, je précise que pour le choix se fait brevet par brevet. C'est-à-dire qu'au sein d'un portefeuille de brevets, si une société détient plusieurs brevets européens, elle peut tout à fait faire le choix pour certains de ces brevets de faire un opt-out et pour les autres de ne rien faire, donc de les laisser dans le système de concurrence entre les juridictions nationales et la juridiction unifiée du brevet. Donc c'est un choix par brevet, ce n'est pas un choix sur l'ensemble du portefeuille. Alors, il y a quelques critères qui permettent de choisir si on fait un opt-out ou pas. Il y a notamment celui de la robustesse du brevet. Si le brevet apparaît très solide, qu'il a déjà fait l'objet de contentieux, qu'il a fait l'objet d'une opposition éventuellement à l'OEB, on peut penser que le risque, l'inconvénient principal de révocation centrale du brevet est plus limité. Il y a peu de chances que le brevet soit limité. Dans ce cas-là, on peut avoir un intérêt à ne pas faire d'opt-out parce que le brevet, a priori, en tout cas, l'inconvénient principal de révocation n'est pas présent. On peut également avoir des questions de taille du marché. Si vous avez un marché qui est très limité et qui est très national, pas forcément intéressant d'aller devant la JUB. Je prends l'exemple. Je pensais à un exemple ce matin. Vous avez une invention, un brevet pour l'élevage de canards, pour faire du foie gras. A priori, le marché est assez limité. Vous avez un brevet européen. Ce n'est pas forcément intéressant d'aller faire un procès devant la JUB, ou en tout cas de risquer de perdre l'intégralité de votre brevet devant la JUB. Donc là, typiquement, on peut faire un opt-out parce que vous avez un marché très limité. Il y a également l'aspect financier des procédures qui est loin d'être négligeable. On sait que les contentieux de brevets sont parmi les contentieux les plus coûteux pour les sociétés. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les sociétés qui agissent et qui font des procès parallèles, ça coûte extrêmement cher. Et donc, ce sera plus avantageux d'avoir un procès devant la juridiction unifiée du brevet. On peut estimer qu'un contentieux devant la juridiction unifiée du brevet, globalement, coûtera le coût que coûte aujourd'hui un procès en France et en Allemagne. Après ce qu'on peut imaginer. Mais pour une petite et moyenne entreprise, aller faire un procès devant la juridiction unifiée du brevet va être extrêmement coûteux. Difficile d'estimer combien ça peut coûter, mais probablement autour du million d'euros. Et pour éviter ça, ça peut être intéressant de faire un opt-out, puisque si votre brevet est attaqué par le défendeur potentiel devant la juridiction unifiée du brevet, vous ne pourrez plus aller devant les juridictions nationales pour agir en contrefaçon si jamais vous n'avez pas fait d'opt-out. Donc voilà un petit peu les critères à prendre en considération. Donc c'est vraiment un choix quasiment brevet par brevet. De ce que j'ai pu voir auprès de mes clients ou des gens que j'ai contactés, il y a vraiment des choix, enfin il n'y a pas eu de choix blanc ou noir, c'est opt-out ou pas opt-out, il y a vraiment eu un choix par brevet ou par type d'activité. Et je pense que c'est sans doute la bonne stratégie. Donc il faut vraiment réfléchir avant le 31 mai à cette solution d'opt-out. Alors, on pourra toujours faire l'opt-out après le 31 mai, sauf qu'à partir du 1er juin, la juridiction unifiée du brevet entre en vigueur. Et si jamais vous avez une action en nullité contre votre brevet européen dès le 1er juin, eh bien, vous ne pourrez plus faire cet opt-out. Vous êtes bloqué dans le système de la JUB. Donc, il vaut mieux y réfléchir avant le 31 mai 2023. Merci. Alors, un dernier point sur ce sujet. J'ai pu lire qu'on considérait cette nouvelle juridiction comme une aubaine pour les brevetés américains et chinois, en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et quelle est votre opinion sur le sujet? Alors, une aubaine, oui, c'est certain que c'est intéressant pour ces titulaires de brevets étrangers, puisque, encore une fois, aujourd'hui, un breveté américain ou chinois qui considère qu'il y a une contrefaçon en Europe doit faire un procès en Allemagne, doit faire un procès aux Pays-Bas, doit faire un procès en France, donc doit gérer plusieurs contentieux parallèles avec des questions de langue et de procédures différentes à chaque fois, donc c'est assez lourd à gérer. Demain, il y aura un procès unique. Donc, il est bien évident que pour les titulaires, pour les gros titulaires américains et chinois, également pour les patent trolls, la juridiction unifiée du brevet est attendue avec beaucoup d'impatience. Pas de doute par rapport à ça. Pour les entreprises françaises, en tout cas pour les PME, pour les grosses entreprises françaises, ça présente un intérêt également.
Pour les PME, je suis nettement moins convaincu de l'intérêt de la juridiction unifiée du brevet, même si, quand on regarde politiquement, c'est ce qui a justifié, notamment ce qui a justifié l'adoption de la juridiction unifiée du brevet. On nous a dit que ça favoriserait l'innovation chez les PME européennes. L'avenir dira si c'est vrai ou pas, je suis assez sceptique là-dessus. Concernant les marques multimédia maintenant, donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qu'une marque multimédia et combien ont été enregistrées avant de parler d'une décision de l'Office européen des marques? Oui, alors les marques multimédia, ça fait partie de ces nouveaux types de marques qui ont été créés en Union européenne en 2015, enfin par le règlement 2015, et qui sont entrés en vigueur en 2017. Donc les marques multimédia, ce sont des marques qui combinent à la fois du son et des images. Donc depuis 2017, donc c'est possible de les enregistrer au sein de l'Union européenne. Le succès n'est pas vraiment au rendez-vous, hein. J'ai regardé hier sur le site de l'UIPO, il y a 83 marques multimédia qui ont été déposées en presque 6 ans, dont 65 ont été enregistrées, donc c'est un succès très limité, on va dire. Et concernant cette décision de l'Office européen des marques, qui est une décision intéressante, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Oui, alors c'est une Chambre décision, des recours du 7 mars. Oui. décision Super Simon que j'aime beaucoup personnellement. Peut-être si vous pouvez montrer la vidéo, comme ça on regarde de quoi on parle, c'est sur la slide d'après. Thank you, Super Simon. Voilà, donc cette marque multimédia, vous voyez, il y a du son et des images. Alors, pour l'anecdote, cette marque multimédia a été déposée par un conseil en propriété industrielle néerlandais et fait référence directement à l'ancien et au nouveau directeur de l'INPI belge. Je ne sais plus exactement qui il s'appelle, mais l'ancien directeur s'appelait Simon, Simon, je ne me rappelle plus son nom, et le nouveau s'appelle Olaf Gustafsson. Donc finalement, cette vidéo est une sorte d'hommage, appelons ça comme ça, à l'ancien directeur qui quitte ses fonctions et qui part en vacances, comme on peut le voir sur cette marque multimédia. Donc, ce contexte montre qu'en réalité, c'est sans doute un conseil qui s'est fait plaisir et qui a un peu testé le système pour voir si on pouvait déposer ce genre de marque. Est-ce que c'est une marque finalement? Bon, alors ce qui est intéressant dans cette décision, c'est que l'examinateur, en première instance, a rejeté la marque en disant cette marque n'est pas une marque, c'est-à-dire que le consommateur qui voit cette petite vidéo n'identifie pas cette vidéo comme étant une marque, mais plutôt comme un clip publicitaire. Ce qui me paraissait plutôt fondé quand on voit cette vidéo. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. J'avoue, j'ai du mal à y voir une petite marque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un recours. Donc, c'est une des premières décisions sur les marques multimédia. Il y en a eu 83. 80 qui ont été déposées, donc il n'y a pas beaucoup de décisions encore. Donc, on essaie de voir ce qui peut en être. Et la Chambre de recours a considéré, à l'inverse de l'examinateur, que cette marque est bien une marque et qu'elle remplit elle remplit la condition de distinctivité et qu'elle sera perçue, qu'elle pourrait être perçue en tout cas, par les consommateurs comme une indication de l'origine commerciale des produits et des services. Alors les produits et les services, en l'espèce, c'était des livres, du vin et des services de divertissement. Bon, j'avoue que je suis très très sceptique sur la distinctivité de cette marque et sur l'intérêt de ce type de marque, mais ici, la Chambre de recours a considéré que le personnage de Super Simon était distinctif et que je lis la décision, enfin je traduis plus exactement, la décision est en hollandais, mais je traduis du hollandais en tout cas en version en traduction libre, et que le public pertinent se souviendra que ce personnage Super Simon part en vacances, peu importe qu'il oublie les autres détails. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que par rapport à certains types de marques nouveaux, ou en tout cas assez atypiques, je pense aux marques de forme, aux marques de position, aux marques de couleur, qui sont appréciées avec beaucoup de rigidité par l'Office, par le UIPO, donc l'Office de l'Union européenne. Ici, on voit une approche qui me paraît très souple des marques multimédia, en considérant que cette marque est une marque, que ce petit clip est une marque. On peut penser que c'est sans doute pour inciter les titulaires à déposer des marques multimédia,
mais cette décision, en tout cas, me paraît très, très contestable. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un recours devant le tribunal de l'Union européenne, mais ce serait intéressant de voir ce qui serait décidé ici. Merci. Alors, deux petites questions par rapport aux marques multimédia. Est-ce que pour vous, c'est une évidence de reconnaître une vidéo comme une marque et est-ce que c'est utile? Alors, pour certaines vidéos, oui, bien sûr, ça peut tout à fait être perçu comme une marque. Si on pense, par exemple, en marque multimédia, il y a eu vous savez, quand vous connectez à Netflix, il y a le N qui apparaît, un peu stylisé et avec un son que je ne ferai pas parce que je te mets à le reproduire. C'est une marque multimédia. Pour moi, il n'y a pas de doute. C'est une garantie de l'indication commerciale des services. Donc, le principe même des marques multimédia me paraît assez approprié. Une vidéo comme celle qu'on a vue sur Super Simon, pour moi, je vois difficilement comment ça peut constituer une marque. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de cette marque. Alors, encore une fois, je vous expliquais le contexte tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment un conseil qui a fait ça pour se faire plaisir et pour tester le système, mais j'ai du mal à y voir vraiment une marque. Alors, est-ce que c'est utile? Oui, si on prend l'exemple de Netflix, tout à fait, on voit quel intérêt ça peut présenter pour eux. On peut également anticiper un peu et imaginer que ce type de marque multimédia peut être tout à fait intéressante dans le métaverse. Par exemple, aujourd'hui, des marques comme les magasins Apple sont protégés, enfin les magasins Apple, l'agencement des magasins Apple sont protégés par des marques figuratives, par des reproductions statiques des magasins. Et on pourrait tout à fait imaginer demain une marque multimédia où on voit un avatar qui rentre dans un magasin Apple et qui fait le tour du magasin Apple avec éventuellement du son. Ça pourrait avoir un intérêt. Donc, il peut y avoir effectivement virtuellement des intérêts importants pour les marques multimédia, mais aujourd'hui, en tout cas, force est de constater que les titulaires de marques n'y trouvent pas un intérêt énorme. Encore une fois, 83 marques en 6 ans, c'est peu. Dernier point du jour, c'est le projet de réforme des dessins et modèles du 28 novembre 2022. Alors, est-ce que vous pouvez revenir ici déjà sur l'objectif de la réforme? Oui, tout à fait. Alors, en Union européenne, le règlement, la directive et le règlement sur les dessins et modèles dataient de la fin des années 90, début des années 2000. Donc, ça faisait presque 20 ans. Et à partir de 2014, au niveau de l'Union européenne, on s'est dit que ce serait bien d'améliorer et de moderniser un petit peu ce régime des dessins et modèles. Et donc, on a eu 2 projets de directives et de règlements qui ont été publiés le 28 novembre 2022, avec un objectif affiché de modernisation, d'amélioration, et également un troisième objectif qui était de parachever la question du marché unique des pièces de rechange. Donc, c'était ces 3 objectifs qui justifiaient la réforme. Alors, disons-le tout de suite, quand on parle de modernisation et amélioration, on voit qu'on n'est pas dans une révolution. On est vraiment dans une optimisation de ce qui existait. Et effectivement, on va voir les principaux apports. On est sur des apports qui sont relativement limités. Ça ne changera pas tout ce que vous connaissez en matière de dessin et modèle. On a quelques améliorations dont on va parler, mais ça reste quand même finalement assez limité par rapport à ce qu'on pouvait espérer en tout cas. Alors, quelles sont les principales dispositions là, qui sont énumérées ici? Est-ce que vous pouvez nous les expliquer? Alors, la première, en tout cas, plusieurs points qui sont intéressants. Ce qui me paraît intéressant, c'est la nouvelle définition du dessin et modèle. Donc, classiquement, le dessin et modèle, en tout cas dans le droit antérieur, c'était l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent les caractéristiques, en particulier les lignes, les contours, les couleurs, la forme, la texture, les matériaux du produit lui-même ou de sa décoration. Donc, c'est une vision assez statique. Et dans dans le projet, en tout cas, on a une nouvelle définition qui s'ajoute à ça. On ajoute, dans le dessin modèle, ça peut être le mouvement, les transitions ou tout autre type d'animation de ces caractéristiques. Donc finalement, là où on est sur quelque chose de très statique aujourd'hui, on va avoir demain la possibilité de déposer des dessins et modèles dynamiques, ce qui est pour le coup une vraie évolution, qu'on a retrouvé également en marque, avec les marques multimédia. Ça peut avoir un intérêt, parce que par exemple, aujourd'hui, vous avez une portière de voiture qui s'ouvre automatiquement. Si vous voulez protéger à titre de dessin modèle cette portière, vous devez faire 7 photos, 7 vues, on appelle ça des vues, du modèle selon les différentes étapes. Demain, vous pourrez déposer un fichier numérique avec l'intégralité du mouvement d'ouverture de la portière. Donc, c'est vraiment une évolution qui était souhaitée, cet aspect dynamique par opposition à l'aspect statique des dessins modèles aujourd'hui. Donc, ça a des conséquences pratiques qui, encore une fois, ne sont pas une révolution, ce n'est pas fondamental, mais quand même, c'est important pour les déposants. Parce qu'aujourd'hui, il faut déposer un dessin et modèle de l'Union européenne,
communautaire. Demain, l'Union européenne, ça va changer de nom. Vous étiez limité à 7 vues. Vous n'aviez uniquement que 7 vues, donc 7 vues statiques du dessin et modèle, ce qui était assez limité. Par exemple, pour décrire un mouvement en différentes vues, ça pouvait être compliqué. On va supprimer demain cette limitation à 7 vues et on pourra déposer donc des fichiers numériques ou des modélisations informatiques. Donc c'est une évolution importante qui permet vraiment d'améliorer, d'optimiser en tout cas le système de dessin et modèle pour prendre en compte notamment toutes les transitions, tous les mouvements qui vont pouvoir être protégés par le dessin et modèle. Autre apport important en matière de dessin et modèle qu'on a déjà connu en matière de marque, c'est que les projets de ce qu'on appelle le paquet dessin et modèle, donc le paquet c'est le projet de réforme du règlement et le projet de réforme de la directive. Donc, le paquet dessin et modèle impose, en tout cas prévoit que les États doivent mettre en place des actions administratives en nullité des dessins et modèles. Aujourd'hui, en France en tout cas, si vous voulez demander la nullité d'un dessin et modèle français, vous êtes obligé d'aller devant les tribunaux judiciaires avec une barrière à l'entrée qui est la question de l'intérêt à agir. Vous devez démontrer votre intérêt à agir, ce qui n'est pas si évident que ça devant les tribunaux judiciaires. Demain, la France devra instaurer devant l'INPI des actions administratives en nullité des dessins et modèles français et très vraisemblablement, il n'y aura pas de conditions d'intérêt, donc tout tiers, tout concurrent, toute personne intéressée, enfin pas intéressée, toute personne finalement, pourra agir en nullité des dessins et modèles. Donc ça va être aussi là aussi une évolution significative et des nouvelles actions qui vont entrer en vigueur devant l'INPI en France. Autre point qu'on peut relever, qui est un point un peu pratique, qui va paraître un peu technique, mais qui est quand même important, c'est un changement de régime de l'ajournement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous déposez un dessin et modèle communautaire, vous pouvez demander l'ajournement, c'est-à-dire l'absence de publication du dessin et modèle jusqu'à 30 mois. Et au bout de 30 mois, vous devez payer une nouvelle taxe pour que le dessin et modèle soit publié. Si vous ne faites rien, le modèle ne sera pas publié et personne ne le saura jamais. Demain, on a un changement de logique par rapport à ça, c'est que la publication sera automatique au bout de 30 mois, sauf renonciation. Donc, si vous ne faites rien, que vous avez demandé l'ajournement, au bout de 30 mois, le dessin modèle sera publié, tout le monde en aura conscience et en aura connaissance, et ça pourra éventuellement empêcher de détruire la nouveauté ou le caractère propre au caractère individuel d'un dessin modèle ultérieur. Donc, il faudra faire attention à ça, à cette question de l'ajournement, et c'est lié d'ailleurs à une réduction des taxes. Alors, les dessins modèles communautaires sont très peu chers. Aujourd'hui, un dessin modèle communautaire, c'est 350 € pour une protection pendant 5 ans, enfin au moins 5 ans sur les 27 pays de l'Union européenne. Et ces taxes de 350 € vont passer à 250 € demain. Donc, on a une réduction des taxes dans un but d'incitation à déposer des dessins modèles. Là aussi, ça peut être à noter, mais c'était déjà pas très cher. On a également d'autres points qui sont intéressants, notamment la lutte contre l'impression 3D, qui est assez significative en matière de dessin et modèle. Les règlements prévoient un nouveau, dans la portée des droits, le titulaire d'un dessin modèle pourra interdire le téléchargement, la copie et le partage ou la distribution à autrui de tout support ou logiciel enregistrant le dessin modèle en vue de permettre la réalisation d'un produit. Donc c'est très clairement pour permettre aux titulaires de droit de lutter contre l'impression 3D et de lutter aussi également contre les gens qui mettent à disposition des logiciels d'impression 3D. Donc c'est intéressant également. Et enfin, ça va peut-être bouger, ce n'est pas tout à fait certain que ça reste dans le projet définitif, c'est la question des pièces de rechange. Donc les pièces de rechange, c'est un sujet très sensible au niveau de l'Union européenne qui n'avait pas été réglé dans les textes initiaux, donc 1998 et 2001. Ça concerne surtout le domaine automobile, mais pas que. Il y a d'autres domaines qui sont concernés par les pièces de rechange. Et la question, qui est une question finalement de concurrence, c'est est-ce qu'on peut déposer un dessin modèle sur une pièce de rechange pour interdire au tiers finalement de commercialiser des pièces de rechange concurrentes. Évidemment, ça a un impact sur le prix. Donc l'objectif de ce règlement, et c'est sans doute l'apport principal, c'est de prévoir une clause, ce qu'on appelle une clause de réparation pour les pièces de rechange, qui soit harmonisée au sein de l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, on a une grande disparité. Certains pays ont mis en œuvre une clause de réparation, d'autres ne l'ont pas mise en œuvre. Et dans les pays qui ont mis en œuvre une clause de réparation, on constate des différences d'appréciation, et en tout cas des critères différents. Donc,
Oui. Oui. Bon, je vais faire très bref parce que je vois que le temps file. Donc, globalement, sur le projet, on prévoit qu'effectivement une protection pour le titulaire d'un dessin modèle n'est pas accordée s'il s'agit d'une pièce d'un produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin et modèle de la dite pièce et qui est utilisée dans le seul but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale. Donc, il y a des conditions, je vois que le temps file, donc je n'y reviens pas, mais le but, c'est vraiment d'améliorer le marché des pièces de rechange en Europe et de permettre à d'autres concurrents, en tout cas, de fabriquer et de commercialiser des pièces de rechange. Encore une fois, on parle souvent du domaine automobile en la matière, mais ce n'est pas limité au domaine automobile. Voilà, désolé. Merci. Alors, dernière petite question, alors réponse assez brève, le temps file. Alors, qu'est-ce qu'il faut prévoir et anticiper par rapport à cette réforme? Alors, prévoir, donc, il y a la question de l'ajournement dont je parlais, hein, il y a certaines sociétés fonctionnent beaucoup avec l'ajournement, qui permet d'avoir une date de dépôt, mais sans que le dessin modèle soit rendu public. Par exemple, des industries qui se renouvellent très régulièrement, on peut penser aux chaussures, par exemple. Les chaussures, il y a des saisons qui ne durent pas très longtemps. Donc, très souvent, on dépose un dessin modèle par précaution et on demandait un ajournement pour pas que ce soit rendu public. Demain, si jamais on ne change pas de pratique, à la fin, il n'y a pas d'ajournement, donc de 30 mois, les dessins modèles seront publiés, mais il faut vraiment penser à mettre en place des systèmes de renonciation. Et également, ce qu'on peut prévoir, donc avec tous ces dessins et modèles dynamiques, donc les mouvements, les transitions, on peut réfléchir à des nouvelles choses qu'on pourrait déposer, notamment tout ce qui est interface graphique, qui aujourd'hui il y a beaucoup d'interfaces graphiques qui sont déposées, mais encore une fois qui sont très statiques. On peut penser à déposer de nouvelles choses à titre de dessin et modèle, et très vraisemblablement, les dessins et modèles on appelle souvent ça le parent pauvre de la propriété intellectuelle, parce que personne n'y pense. En tout cas, il y a très peu de dessins et modèles qui sont déposés. On peut penser qu'avec ces dessins et modèles on va appeler dynamiques, ça devrait augmenter, améliorer en tout cas le nombre de dépôts. Et c'est vraiment un droit auquel il faut penser pour les gens qui innovent. On peut vous joindre donc déjà sur LinkedIn, Maître Jérôme Tassi, et ensuite via l'email qui est juste ici, vous aurez le slide, donc vous pourrez retrouver facilement l'email de Jérôme Tassi. Donc merci beaucoup déjà pour votre expertise aujourd'hui sur ces 4 sujets d'actualité. Vous pourrez retrouver un replay en vidéo, en podcast. Vous serez informé par email et sur les réseaux. Vous pouvez, j'imagine que vous êtes déjà abonné à notre page pays Actu, mais aussi à celle, vous pouvez vous abonner à nouveau.media sur LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un mail pour me faire part de vos remarques, observations diverses à brice@nouveau.media. Prochain rendez-vous le 26 avril pour la deuxième édition du webinaire d'actualité bimensuel et qui sera cette fois-ci avec une directrice juridique. Et vous aurez tous les détails demain sur les réseaux et par email. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette séance vous a plu. Vous recevrez un petit questionnaire pour connaître vos impressions sur la séance et puis pour faire mieux, si c'est possible d'améliorer les choses. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite bon appétit pour ceux qui vont passer à table et je vous dis à très bientôt pour la prochaine édition du webinaire d'actualité bimensuel en propriété intellectuelle. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au Bonne revoir. journée. Merci, au revoir. Au revoir.